nous apercevons chaque jour un peu plus des mensonges, des incohérences dont on nous abreuve au quotidien, dans les médias, les journaux, les autorités compétentes et officielles, le formatage éducatif. C'est fou comme il suffit de répéter sans cesse un mensonge chaque jour pour que l'humain y croit. Et pour ceux qui résistent un peu, on répète encore et encore le mensonge. Ils finiront bien par y croire, avec tous les autres autour déjà convaincus. S'il y avait des preuves, photos ou vidéos, d'une terre plate ou autre, et qu'elle soit ronde, plate, creuse, en dôme, en pyramide, en cube ou en tortue, c'est pas grave, on vous les montrerait volontiers. Bref, jusque-là, aucune vraie photo ou vidéo de la Terre au naturel, dans son intégralité, dans son ensemble, en résumé en vue globale, qui ne soit retouchée. Des morceaux ou parties de la Terre, un par un, oui c'est vrai, mais on peut aisément réaliser ces clichés par ballon aérien ou par avion cartographique, et même par drone aujourd'hui. On s'attend quand même à mieux que cela, à notre époque et avec nos moyens. Nous désirons, juste et avant tout, savoir la vérité. La vraie vérité à propos de notre planète, quelle qu'elle soit. Avoir de vraies images, de vraies vidéos, dans sa vision réelle et naturelle, et non pas des petites parties ou morceaux photographiés un par un et réassemblés par infographie sur une sphère virtuelle, puis retouchés et sublimés encore par un logiciel type Photoshop. Nous désirons de vraies photos et vraies vidéos de la Terre, dans sa globalité, en entier, en live et au naturel, non retouchées. Même si c'est la vision d'une Terre polluée, avec des débris spatiaux par centaines de milliers, même si les couleurs sont moins spectaculaires qu'en Technicolor. En tant que terrien, humain, mon premier réflexe, si j'allais dans l'espace, ou si j'envoyais un super télescope là-haut, je ferais des tas de photos de la Terre, de tous les côtés, selon les saisons, voir les pôles et leur immensité de glace vierge, ou voir la Terre de nuit avec ses villes illuminées, selon les fêtes nationales de chaque pays, de chaque culture, et je me placerai comme tout bon photographe amateur dans de bonnes conditions de distance et de lumière. La base quoi, pas vous? Qu'on nous montre alors simplement et concrètement, avec les divers moyens techniques actuels, est possible. Alors, pourquoi tant de mal à nous montrer la Terre telle qu'elle est décrite officiellement? Une Terre au périmètre de 40 000 km environ, avec un rayon moyen de 6371 km. De qui se moque-t-on? Eh bien de nous tous, mes amis. De moi, de vous, peut-être même de l'humanité à laquelle nous aspirons. Montrez-la nous, telle qu'elle est dans son intégralité, dans sa réalité, au naturel, et prenons enfin de vraies et réelles mesures. C'est un droit légitime, un désir, un espoir commun à tous, à toute l'humanité, ne pensez-vous pas? Alors pour une demande si simple, pourquoi tant de difficultés? Et puis franchement, cela changerait-il mes convictions, ou ma foi envers un grand créateur, créateur de grand tout, de tout ce qui est, si la Terre est différente au final, ou simplement plus grande que calculée jusqu'ici? Certainement que non. L'erreur n'est-elle donc pas humaine? Quel que soit le nom que je donne au créateur, ou de la façon dont je l'honore? Encore non. Je ne confonds pas la foi et la religion, mais cela ouvrirait certainement les yeux et l'esprit sur ce monde, et surtout sur ceux qui veulent le gérer pour nous. La formule officielle pour le calcul est celle-ci. D est égal à racine de 2HR plus H au carré. Grand D étant la distance de l'horizon visible en kilomètres, le résultat donc, petit h la hauteur des yeux de l'observateur, et R une constante fixe, le rayon moyen de la Terre, décidé et imposé de 6371 km, le seul vrai et accepté et reconnu actuellement. Vous trouverez plein de sites qui calculent cela en automatique, sinon regardez dans mes commentaires de vidéo, je mettrai tous les liens. Ce qu'il y a d'important à retenir dans cette formule, c'est d'abord qu'en géométrie entre autres, dès qu'il y a des carrés ou des racines, les résultats sont souvent exponentiels. Un exemple concret. Au niveau de la mer, donc niveau 0 mètre, debout dans mon petit canoë, j'ai les deux yeux à 2 mètres au-dessus de l'eau environ. J'ai un ami dans un autre bateau, le même que moi identique, et les yeux à 2 mètres au-dessus de l'eau aussi, qui s'éloigne de moi. Mon horizon visible, grâce à cette formule, est ainsi d'environ 5 km. Donc à 5 km, je vois encore mon ami dans le bateau, tout petit certes, mais il est donc visible. Sa barque aura de l'eau et ses yeux à 2 mètres au-dessus du niveau de l'eau aussi. Ce n'est qu'au double de cette distance, soit à 10 km qu'il disparaît presque, car il passe à moins 1,90 m en dessous de l'horizon, soit à moins 2 mètres environ. On aurait tendance à croire alors, par réflexe, qu'à 20 km de distance, c'est à moins 4 mètres sous l'horizon, soit le double de 10 km, ou bien qu'à 100 km de distance, c'est à moins 20 mètres sous l'horizon. Et non, que nenni, le terme exponentiel je vous dis.
Je m'explique plus précisément. Car en réalité, selon cette formule et courbure, à 20 km de distance, mon ami sur la barque est déjà passé à moins 17,50 m sous l'horizon, et non les 4. À 100 km, il disparaît à moins 707 mètres sous l'horizon, et non les 20 mètres que l'on s'imagine par réflexe. Et à 200 km, directement à 2982 mètres, presque à moins 3 km sous l'horizon. Vous avez compris, c'est simple en fait. Voici un premier point expliqué. Il faut savoir que ce calcul pour la courbure de la Terre est juste tel quel. Personne ne le nie. Mais rappelez-vous le point commun et indissociable du calcul. C'est valable tel quel si et seulement si le rayon de la Terre ou le radius pour les matheux est bien de 6371 km, comme dit officiellement, de rayon moyen dans la courbure terrestre. Mais que seraient tous ces résultats si au lieu de 6371 km de rayon, je le calcule avec 8800 km ou 11 000 km de rayon? Tout serait bien différent, non? La Terre ne nous semblerait-elle pas plus plate que prévu? Par contre, cette première photo-ci permet de s'interroger vraiment sur notre réalité. Ce cliché des bâtiments de la skyline de Chicago a fait parler d'elle fortement. Les médias, étrangement bien intéressés tout d'un coup, ont repris aussitôt l'info, mais en la déclarant comme mirage et effet d'optique. J'ai appris qu'un mirage est généralement flou avec peu de détails et déformait même les images ou les inversait comme dans une chambre noire. Mais le souci majeur est que cette photo est prise de l'autre côté d'un grand lac, depuis exactement 60 miles, soit environ 96 km de distance par M. Joshua Nowicki. Ce cliché ne devrait pas pouvoir exister via la formule officielle, car à 96 km, le sol est à moins 633 mètres sous l'horizon selon la formule précédente, et la hauteur des gratte-ciel de Chicago ne le permet pas, normalement. Certains se sont donc remués un peu pour vérifier l'info, si vraiment mirage ou pas. M. Rob Skiba a tenté l'expérience depuis l'autre côté de ce lac à différentes distances, soit à 42,6 miles, puis à bord d'un bateau à 40 miles de Chicago, puis 38 miles et enfin 31, soit dans l'ordre 68 km, 65, 61 et 50 km pour finir. Comment expliquer qu'à 65 km de distance, l'horizon officiel devait être environ à moins 270 mètres, même avec les yeux à 3 mètres au-dessus de l'eau, même avec des vagues et les remous, on voit les tours, les bâtiments de quasi plein pied. Va-t-on me raconter que c'est encore un mirage? Ou cela démontre bien et simplement que le rayon de la Terre est faux, si je vois cela? Ce n'est pas le seul cas répertorié. De nombreux cas sont en cours de divulgation. Ensuite, pour ceux qui croient encore que la NASA donne de vraies images, je ne vais pas répéter ce que tout le monde sait déjà. Que ce soit pour les photos de la Terre, dont certains croient que la célèbre Blue Marble est faite avec seulement 3 photos superposées, lisez simplement ce que dit le créateur de cette photo. Il n'a jamais eu entre les mains une seule photo de la Terre en intégrale, en vue totale. On lui a demandé de reconstituer des milliers de clichés, soit 4 mois de données satellites, de plans de Terre morcelés, le tout sur une sphère virtuelle. Pourquoi dissimuler que ce sont des images composées et non réelles? Certaines le sont pourtant bien mentionnées. Alors, pourquoi ne pas l'avouer pour toutes les images les plus importantes et dites officielles? Quant aux soi-disant réelles photos et vidéos du récent télescope DSCOVR, ouvrez simplement vos sens. Déjà, trouvez-vous vraiment cela logique d'envoyer un télescope à 1 600 000 km de la Terre pour réaliser des images en haute définition? C'est comme si pour vous prendre en photo, proportionnellement, le photographe reculait bien loin, à 2 km 300 de vous, en vous disant « T'inquiète pas, j'ai un super zoom, j'ai tous les détails en haute qualité ». Allez-vous vraiment croire cela sans tiquer un peu? À propos, connaissez-vous réellement le budget annuel de la NASA ou de l'ESA, l'Agence spatiale européenne? Écoutez bien, c'est 1947 millions de dollars pour l'étude rien que de la Terre. Oui, presque 2 milliards de dollars. Plus encore 1361 millions pour les sciences planétaires et 709 millions pour l'étude stratosphérique. Plus 620 millions pour le télescope James Webb Space, sans compter à part les 8510 millions de dollars pour l'exploration spatiale qui comprend donc l'ISS et Mars. Et un peu plus de 4 milliards mais en euros cette fois-ci pour l'ESA. Et ceci c'est uniquement ce qui est connu en officiel. Donc, avec tous ces moyens et cette montagne d'argent, la NASA ou bien l'ESA sont capables de photographier Pluton en haute définition, des planètes à des milliards de kilomètres, des étoiles et des galaxies à des millions d'années-lumière, et aucune des deux n'est capable de faire de simples images normales de la Terre. Et cela ne vous titille toujours pas, quand la majorité des images fournies sont douteuses ou retouchées. Ou nous de vraies photos uniquement vous suffisent-elles vraiment pour vous faire croire que tout le reste est vrai? Mais alors, les images de Jupiter ou Pluton, sont-elles vraies ou pas? Il y a de quoi douter fortement aussi. Regardez ces images récentes d'une magnifique aurore boréale sur Jupiter. Magnifique, n'est-ce pas? C'est ce que je me disais, jusqu'à ce que ce cliché-ci réapparaisse des archives.
Vous ne remarquez rien non plus? On a simplement repris un ancien cliché, déjà faux à l'époque, sur lequel on rajoute un simple halo, comme si 2 ans plus tard on reprenait le même angle et la même distance pour refaire la photo sans que la tache rouge de Jupiter n'ait changé entre-temps et qu'on ait calibré la sonde exactement au même timing. Et même pour l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Êtes-vous resté 1 heure ou plus devant les transmissions en live en direct de l'ISS? Essayez au moins une fois, cela vaut le coup. Ils savent bien qu'au bout de 10 minutes, en majorité, vous zappez tous. Mais restez plus longtemps, faites cet effort et regardez bien, vous ne serez pas déçus. Logiquement, l'ISS fait une orbite complète toutes les 92 minutes. Et chaque fois qu'elle passe du côté nuit, quand cela ne coupe pas bien sûr, au lieu de voir des belles images telles que celle-ci, il nous montre plutôt bien souvent cela. Plus de lumière, dans aucune ville, dans aucun pays, plus d'orage ou d'éclairs, ne parlons même pas des étoiles. Et si vous voulez encore plus, mettez en simultané les caméras avant et arrière de l'ISS et comparez les images soi-disant simultanées en direct live. Regardez bien les mouvements des nuages, tous synchro. Regardez si vous apercevez des terres ou des pays, comme ici. Alors, où est le vrai, où est le faux? Bizarre, hein? L'argumentation de tout ceci, je vous rappelle, n'est pas de prouver que la Terre est 100% plate, mais déjà pour l'instant de vous démontrer que ce n'est en aucun cas ce que l'on vous montre officiellement, qu'une Terre ronde de 6371 km de rayon, telle que sur toutes ces photos ou vidéos truquées. C'est évident et malheureusement réel. Je veux bien qu'on ait de temps en temps des images retouchées, pour sublimer artistiquement une belle image, mais que l'on n'ait que cela à digérer en permanence, et aucune vraie photo ou vidéo non retouchée, j'ai vraiment du mal, pas vous? Alors, qui peut avoir cet intérêt à nous cacher la réalité de notre monde? Pour bien saisir l'ensemble, faisons quelques recherches rapides et tâchons de remarquer les coïncidences les plus récurrentes, qui ne devraient donc plus être de simples coïncidences au final, si elles ne sont pas rares et isolées. À cet instant, il est souhaitable de connaître quelques symboles et signes de certaines sociétés obscures et secrètes. Je ne vous ferai pas un cours complet dessus maintenant, une autre de mes vidéos le fera en bien plus développé. Nous allons simplement et rapidement nous remettre à l'esprit leurs symboles, codes et noms les plus évidents. Que cela soit la pyramide, avec ou sans l'œil, l'équerre, le compas, que la majorité d'entre vous connaît déjà, mais aussi très important d'autres signes tels que les colonnes, les carreaux à damier, le nombre 33, et que nous allons voir plus loin, ou bien encore l'aigle, ou encore la tête de mort, pour ne citer que cela pour le moment. Alors, que dire ou penser du club très privé de Monsieur Disney, le Club 33? Encore une coïncidence ou pas? Le nombre 33, entre autres symboles, je vous rappelle, étant le plus haut degré pour les francs-maçons. Doit-on conclure un lien étroit entre les maçons, Disney, la NASA, les militaires et les gouvernements? Évidemment, la Constitution des États-Unis ne peut être impliquée ou liée avec ces confréries, ni aucune autre autorité officielle, et sûrement pas au sein de notre gouvernement. Nous sommes loin de tout cela. Mais peut-on vraiment en être sûr? Regardons aussi l'organigramme et le réseau de la NASA. Vous le trouverez sur le site officiel de la NASA, avec tous les chefs responsables de chaque secteur, bien sûr. Mais cela devient intéressant à partir d'ici, un petit lien anodin à premier abord. Vous voyez? Même la gestion du temps, de la météo, les données satellites, les projets de recherche avancés, le commandement et stratégie militaire, les transports, l'aviation, rien ne leur échappe. Il n'y a pas une seule agence d'aucun pays qui ne soit alliée et indépendante de la NASA. En Europe, comme dans le reste du monde. Alors pourquoi voit-on la Terre comme une sphère bien ronde de plus en plus sur toutes les photos? Eh bien, qui gère les normes optiques mondiales d'après vous? Vous le voyez comme moi, il gère et contrôle presque tout, de A à Z. Vous pouvez même lire, comme moi, c'est bien plus qu'un monopole. Alors pourquoi voyez-vous ce genre d'image de plus en plus, avec ces optiques qu'on appelle fisheye ou œil de poisson? Vous croyez vraiment que c'est la vraie vision de notre monde? Renseignez-vous aussi sur certaines expériences ou expéditions qu'on tente de vous dissimuler en les dénigrant, tel le Bedford Level expérimente sur un canal de 10 km de long, ou bien encore les interviews de l'amiral Byrd, ou ce type d'archives qui permet de se poser pas mal de questions sur notre réalité. Que cela soit cette récompense jamais gagnée de 5000 $ à qui démontrerait que la Terre n'est pas plate. Que pensez-vous également de cette vision
des rayons de soleil traversant les nuages. Cela montre-t-il un soleil réellement à 150 millions de kilomètres? Ou bien vos sens vous créent la conscience d'un soleil bien plus proche de nous? Et ce symbole, est-ce un signe de cette réalité cachée à nos yeux qu'ils savent et connaissent, qu'ils reconnaissent? Oui, je sais, beaucoup de choses vues ici dans cette vidéo paraissent trop surprenantes ou impossibles, mais elles sont réelles, malheureusement je dirais. Alors comment est la Terre au final? C'est ce qu'il faut éclaircir, avant tout et tous ensemble. Il est évident qu'il n'y a aucune vraie image de la Terre à ce jour. Toutes ces confréries, ces sociétés au monopole implanté qui gèrent l'espace, notre monde, les normes mondiales et notre vision de la vie, tous ces groupes militaires, ces gouvernements impliqués ne sont pourtant que les bras exécutants de quelque chose d'autre qui les dirige, qui les manipule. Ils croient tous détenir un certain pouvoir sur notre monde et nous. Qui est responsable de tout cela au final? De ces contradictions et mensonges? Une entité encore plus secrète? C'est ce que l'on pourrait croire à premier abord. Mais leur but ne se résume qu'à diviser pour mieux régner. Les seuls vrais et uniques responsables de tout cela, en fin de compte, c'est nous. Nous tous. Nous qui laissons faire. Nous qui acceptons. Et ne réagissons pas en laissant faire. À nous de nous unir, tous ensemble, solidaires, afin de savoir vraiment, de connaître la vérité, au lieu de chercher désespérément à justifier ou expliquer ces mensonges pour se rassurer que tout va. Une des belles récentes installations sur l'ISS est nommée la coupole. C'est comme une tourelle qui permet une vision panoramique à 360 degrés depuis l'ISS, orbitant au-dessus de notre planète. Le pied que ça doit être, et j'imagine quel beau et incroyable panorama. Et voici ce qu'on a le plaisir de voir d'après la NASA. Je vous laisse d'abord en profiter un instant avant d'être vraiment et totalement déçu par ce faux et grossier montage. Le prennent-ils vraiment pour des gentils moutons? Et à quel point? Je vais vous montrer de suite. D'abord, pour pouvoir observer la Terre de cette façon, il faut connaître la hauteur de l'orbite de l'ISS autour de la Terre. Donc, merci Wiki. Nous pouvons lire ensemble. Périapside, 330 km. C'est l'orbite la plus basse de l'ISS. En dessous, risque de décrochage. Et l'apoapside, à 420 km, c'est l'orbite la plus haute ou éloignée, bref, le point culminant de l'orbite elliptique. Donc, orbite de l'ISS entre 330 et 420 km, mini-maxi. Ouvrons notre outil sympa que vous reconnaissez tous et faisons une comparaison par simulation. Vous pourrez tous essayer cela chez vous. Vous trouverez la hauteur de vue en bas à droite. Vous remarquez tous mieux maintenant que c'est impossible, placé entre ces deux orbites, de voir la Terre de cette façon, comme montré sur ces soi-disant vraies images de la NASA, et que de plus, sur toutes les autres images visibles et fournies par la NASA, l'orbite de l'ISS est en réalité si basse que nous devrions voir au moins tous les détails comme ici. Les reliefs, la végétation, les points d'eau, les dunes. Bref, commencez à saisir. Mais passons à mieux encore. Repassons encore cette vidéo depuis la coupole, juste pour vérifier à quelle distance il faudrait monter en orbite de l'ISS pour voir la Terre ainsi. Vous pouvez lire comme moi, au minimum 16 000 km, au lieu des 420 maxi possibles, soit à plus de 40 fois la distance officielle et actuelle de l'ISS. Oui, 40 fois plus loin. Alors, réel ou pas? Mais de plus, regardez bien le mouvement de rotation de la Terre à travers les hublots de la coupole. Et comparons avec une simulation de la rotation de la Terre, que je place avec le même sens de rotation bien sûr. Et regardez bien, le parallélisme avec la rotation de la Terre, les continents, et regardez à nouveau ceux des hublots de la NASA, les uns par rapport aux autres. Vous ne remarquez rien? Tous en différents sens, entrecroisés? Mais que nous font les graphistes de la NASA? À votre avis? Pendant bien longtemps, j'étais comme vous, fervent admirateur de la NASA et de leurs capacités technologiques, j'avoue. Et comme vous, ou du moins comme certains parmi les plus curieux, depuis que j'ai commencé à regarder d'un œil moins contemplatif leurs documents, photos et vidéos, bref à regarder d'un œil vraiment plus cartésien, tout un tas d'anomalies, d'incohérences ont commencé à surgir, je dirais même à jaillir au regard, et surtout maintenant à ma conscience. Poursuivons maintenant par des extraits de sorties d'astronautes dans l'espace depuis l'ISS. Sortie nommée EVA, ici l'émission numéro 30 et 42. Vous ne remarquez rien vraiment ? Ou plutôt, n'entendez-vous rien de particulier? Et à propos, comment se propage le son dans le vide de l'espace? Vous pouvez lire comme moi. Alors que pensez de tout cela? Et puis entre nous, écoutez bien à nouveau. À quoi cela vous fait-il penser vraiment ce genre de son? Ce bruit de gargouillis étrange. Cela ressemble quand même beaucoup à ceci, non?
bizarre quand même. Mais n'est-on pas dans l'espace normalement? Comment cela se peut-il? Écoutez bien aussi quand l'astronaute passe de l'extérieur, donc du vide, à un intérieur pressurisé. Plus de bulles. La différence est flagrante. Alors dans le vide de l'espace réellement ou pas, d'après vous? Bref, de quoi se poser pas mal de questions sur l'ISS. La vue de la Terre, la distance de vision depuis la cupola, on va dire bizarre ou anormale. Et on a en plus maintenant le son étrange enregistré sur une GoPro, alors que dans le vide, pas de son normalement. Et que de plus, ce son ressemble vraiment beaucoup à une plongée sous-marine. Mais ils ne peuvent pas être dans l'eau à bord de l'ISS. Pas comme lors des entraînements sur Terre quand même. La NASA ne peut nous faire une chose pareille. Et ne serait-ce pas des bulles? Oui, ici. Et encore ici. Et que voit-on là? Un plongeur en bouteille dans l'ISS, dans l'espace. Que dire? Que penser avec tous ces indices et faits surprenants? Passons maintenant à une autre série tout aussi étrange de la NASA. Nous avons tous vu ces belles images de levée de terre vues depuis la Lune, que ce soit avec les anciennes missions Apollo ou la sonde japonaise Kaguya plus récemment. Déjà, regardez bien. On remarque que la Terre a de multiples et différentes tailles selon les clichés ou les années. Alors laquelle est vraie parmi tout cela? Ici, on les compare maintenant avec les images du télescope DSCO-VR. On recule 4 fois plus loin encore que la distance Terre-Lune, soit à 1 600 000 km de la Terre. En s'éloignant, on devrait voir la Terre rétrécir au lointain, logiquement. Waouh! Plus on s'éloigne et plus la Terre grossit. À ce point. Donc, sur la Lune, de près, on voit comme ceci, avec la Terre au loin. Et là, en reculant 4 fois plus, la Terre regrossit comme une planète géante. J'aimerais bien qu'on m'explique comment ou pourquoi. Si ces images du DSCO-VR étaient vraies, on devrait donc tous voir depuis la Lune comme ceci. Non? D'après vous? Pour passer à la suite, revenons sur Terre et consultons les cartes et plans officiels, étrangement modifiés ou dénaturés à notre aperçu ou réflexe visuel. Prenons un exemple. Regardons ce map que vous connaissez tous en projection Mercator. Nous avons de ce côté le Groenland, ici. Et par ici, un continent, l'Afrique. Si vous la regardez bien et comparez, on pourrait croire que le Groenland est quasi aussi grand que l'Afrique, ou à peu près, assez proche en taille, bref. Alors recherchons les dimensions officielles de chacun des deux. Nous avons donc Groenland, 2 166 000 km². Et l'Afrique, 30 millions de km². Tiens, bizarre, à vous de me dire. Bref, l'Afrique devrait être 15 fois plus grande que le Groenland. Ou bien l'inverse, le Groenland 15 fois plus petit. Une erreur minime de 3 à 5%, pourquoi pas? Mais 1500% d'erreur ou de marge d'erreur, c'est du costaud quand même. Allez, encore un exemple vite fait. Cette fois-ci, la Russie est comparée toujours à l'Afrique. Bon, à première vue, la Russie semble environ 2 fois plus grande que l'Afrique. Recherchons donc la superficie de la Russie. Voilà, 17 millions de kilomètres carrés. Et toujours 30 millions pour l'Afrique. Donc en réalité, la Russie est presque 2 fois plus petite que l'Afrique, et non l'inverse, comme suggéré par ces cartes. Cherchez aussi de votre côté, vous en trouverez d'autres. Bien sûr, c'est de la projection Mercator qui déforme les tailles, mais à ce point, c'est pas évident à comprendre. D'un réflexe visuel jusqu'à l'empreinte de notre inconscient, il n'y a qu'un petit pas. Alors dans quel intérêt tout ceci et à quel point? D'après vous, qui fournit les cartes, les normes? Qui gère la géopolitique mondiale? Une dernière anomalie, une vraie perle à propos de l'ISS. D'abord, une petite séquence sur l'entraînement en zéro gravité, ou 0G, de l'ESA, l'agence européenne, pour simuler la pesanteur à bord d'un avion A300 spécialement préparé pour cela, qui décrit des paraboles en montée et en descente, et donc c'est en phase de descente que l'effet gravité zéro est simulé comme dans l'espace. Ce but est de vous montrer comment se passe le mouvement des cheveux longs en zéro gravité. Regardez bien la jeune femme blonde et ses cheveux flottants et libres, en apesanteur simulée. Admirez la liberté de mouvement de la chevelure. Retournons maintenant à bord de l'ISS avec une femme astronaute. Cheveux longs également, mais brunes. J'imagine que la couleur des cheveux ne change pas la réaction ou le mouvement des cheveux. Regardons bien, que se passe-t-il? Les cheveux paraissent en l'air comme en apesanteur, pourtant ils sont tous solidaires, comme fixés par 2 litres de lac. Pourquoi? Oui, pourquoi ne pas les avoir fixés alors normalement si c'est laqué?
Ou est-ce pour nous faire croire à l'apesanteur dans l'espace? C'est à nous tous, à moi, à vous, de chercher à comprendre, de vouloir voir ce qui est réel ou pas. Est-ce logique ou normal de voir tout cela ainsi? De telles anomalies sur l'ISS? Sur la vision de notre Terre? À vous de répondre ce que vous aimeriez voir ou avoir réellement.